Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Si on parlait sport. Si vous ne connaissez pas encore le concept, vous allez tomber amoureux de cette émission. Ce talk est pour les passionnés de sport local et de sport yvelinois. Aujourd'hui, au programme comme toujours, une dose de bonne humeur, des analyses sportives et surtout des coups de gueule et des débats. Nos chroniqueurs sont avec nous en plateau ou via écran interposé pour s'exprimer sur cette actualité sportive yvelinoise. Présentation. Musique, on commence tout de suite par un homme qui compte dans le paysage sportif yvelinois. Il est une nouvelle fois présent sur cette émission, il connaît tout, surtout c'est une véritable encyclopédie. L'Italian Lover Grégory Canale est avec nous pendant une heure. Bonjour Mickaël, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous ? Écoutez, très bien, le sport se déconfine petit à petit, il y a l'Euro de foot qui arrive bientôt, avec on l'espère aussi un été avec le soleil au rendez-vous, donc on va dire que le moral est au beau fixe. Bon, le soleil il n'est pas encore là, malheureusement, il n'est pas encore là, mais on l'espère qu'il va revenir. On continue par un monument de cette émission, musique. Il est sur la route pour entrer dans les Yvelines, mais il tenait absolument à être avec nous. Aujourd'hui, c'est un véritable pilier de cette émission. Il nous vient tout droit du rugby club de Versailles. Pierre Chevalier est avec nous pendant une heure. Formé, bonheur à tous. Salut. Effectivement, on n'arrête pas la technique. On arrive même à se connecter à distance. On est d'accord, ce n'est pas un fond vert derrière vous. Non. Il n'y a pas de triche. Et c'est pas vous qui conduisez. Voilà, c'est très bien aussi de le souligner. Alors, un rugbyman peut en cacher un autre. Une autre personnalité est avec nous dans cette émission musique. C'est un coach qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il a un avis sur tout. Et attention, il est en très grande forme aujourd'hui. Attention au plaquage. Jean-Miss, ex-coach de plaisir, est avec nous pendant une heure. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Bonjour Jean, comment allez-vous ? Pleine forme, toujours pleine forme. Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture des terrasses ? Ah oui, mais bon, le temps y est pas quand même, donc malheureusement. Je tiens à préciser que vous auriez pu être en terrasse, mais vous avez préféré être avec nous pendant une heure. Tout à fait. J'ai pas fait de terrasse à midi. Parfait. Alors on va terminer par une petite nouvelle musique. C'est une trappiste. Elle a 22 ans. Elle fait du golf au niveau amateur depuis 6 ans. Vous l'avez sûrement vu sur les nombreux golfs yvelinois. C'est également une blogueuse et une influenceuse sur le golf féminin. J'en suis sûr que vous allez l'adorer. Manila Nangsana sera également avec nous pendant une heure. Comment allez-vous ? Hello, très bien. Et toi ? Ouais, très très bien. Alors comment vous sentez-vous pour votre grande première ? Super, en pleine forme. En pleine forme. Alors vous êtes spécialisé plutôt dans le golf féminin, je tiens à le préciser. C'est ça. Je fais la promotion du golf féminin depuis 3 ans. Et j'ai un blog dans ce cas-là pour écrire des articles et voilà. Qui s'appelle, très rapidement ? Le golf au féminin. Voilà, si vous voulez aller voir en tout cas le golf au féminin. Avant de passer au programme de l'émission, nous allons parler de baseball. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux reprendront le championnat de première division le 13 juin prochain contre l'équipe de Rouen. Une bonne nouvelle pour le club qui n'a pas pu jouer en compétition depuis de longs mois et qui pensait ne pas pouvoir jouer cette saison. On écoute la réaction du directeur technique du club. Ils en parlent tout le temps, ça fait depuis 6 mois qu'on en parle, qu'on n'arrête pas d'en parler, avec de l'impatience et aussi certaines incertitudes parce que à cause du Covid, on n'était pas sûr qu'il allait y avoir un championnat parce que l'année dernière ça a été annulé. Donc c'était compliqué pour eux aussi, d'attendre. Et puis là, on sait qu'on va reprendre donc le 12 juin contre Rouen. Alors, est-ce qu'il fallait le reprendre malgré tout, même en décalé ? Grégory, tout d'abord. Moi je pense que oui, puisque la saison dernière, le championnat de baseball n'avait pas eu lieu. Donc c'était important, je pense, qu'il n'y ait pas une deuxième année sans une saison de D1 de baseball. Maintenant, le petit bémol que je mettrais, c'est que ça reprend donc le 13 juin contre Rouen. On sait que le sport de contact sera autorisé seulement qu'à partir du 9 juin pour le sport en extérieur. Donc ils auront très peu de temps pour se préparer, on va dire, dans les conditions réelles pour reprendre face à Rouen, qui est en plus un gros morceau, Rouen, puisque c'est l'équipe qui a gagné les 5 derniers championnats de D1 en baseball. Ils avaient affronté d'ailleurs Rouen en finale, c'était en 2018, je crois, et c'était une défaite pour Montigny. Donc, bien sûr, très heureux que ça puisse reprendre. Avec ce petit bémol, ils n'auront pas, on va dire, toutes les semaines et tous les jours nécessaires pour se préparer, on va dire, dans des conditions normales. Manila, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, on ne vous entend pas. Il faut réactiver votre micro.
On va y arriver. Yes. Voilà, c'est bon. Je pense que on l'attend impatiemment, le retour des compétitions des amateurs. Donc quoi qu'il arrive, il fallait reprendre. Oui, il faut les reprendre. C'est important, je pense, vitalement pour les amateurs. Même, le sport, c'est un peu vital, donc je pense que ça peut être pas mal pour de reprendre la vie un peu active. Pierre Chevalier, est-ce que c'est important également pour les partenaires aussi de ces clubs? On sait que c'est une équipe qui joue en première division, donc il y a forcément des partenaires qui sont derrière. Est-ce que c'était important de reprendre également pour eux? C'est primordial à la fois pour les partenaires, pour les licenciés et pour les joueurs eux-mêmes. C'est même surprenant qu'un sport comme le baseball soit considéré comme sport de contact. Mais bon, c'est comme ça. Je ne pense pas que ce soit un des sports où on se croise le plus, où justement il y a vraiment des contacts à part le balle et batte et gants. Mais à part ça, c'est curieux, mais c'est comme ça. Pour les partenaires, oui, il y a un manque et un déficit de visibilité qui dure depuis maintenant 18 mois. Et dans tous les sports, et notamment amateurs, qui ne vivent que par les licences et par les soutiens des sponsors, c'est indispensable qu'on puisse, même sur une courte période, pouvoir avoir un bout de saison et un bout de visibilité, et surtout pouvoir échanger autour du sport. Manil en parlait, je crois que c'est primordial pour les valeurs, pour le bien-être, pour le physique et pour les affaires des partenaires, effectivement. Jean, ils n'ont pas joué depuis 2 ans. La saison dernière, c'était une saison blanche. Cette année, ils reprennent en juin. Est-ce que ça va jouer aussi dans la préparation de l'équipe? Est-ce que ça va être dur, la reprise, tout simplement? Oui, forcément. Forcément, la reprise sera dure, mais elle sera dure pour tout le monde, puisque tout le monde est dans le même cas de figure. Ils ne sont pas exempts. Eux, il n'y a pas qu'eux qui n'ont pas joué. Donc même leur adversaire direct, qui sera Rouen, sera dans les mêmes conditions. Bon, simplement, Greg l'a souligné tout à l'heure, ils auront très très peu de temps pour se préparer. Ils n'auront même pas de rencontre amicale, ils n'auront pas le temps. Mais quelque part, c'est un avantage de jouer une grosse pointure d'entrée. Je ne pense pas, enfin je ne connais pas leur marche à suivre sportive. Et je ne pense pas qu'ils avaient misé sur une victoire à tout prix contre un des favoris. Donc, faire ce premier match avec lequel ils n'auront pas trop de préparation, leur fera du bien, leur fera une très très bonne préparation pour pouvoir après être beaucoup plus performants sur les autres compétitions, enfin sur les autres adversaires, quoi. Grégory? Oui, sur cet aspect-là, je suis plutôt d'accord avec Jean sur le fait que ce soit peut-être le meilleur moment pour Montigny d'affronter Rouen, qui, elle aussi, cette équipe de Rouen, même si c'est une grande équipe de baseball en France, n'aura pas les temps de préparation nécessaires, mais comme toutes les autres équipes. Après, ils n'arriveront pas à préparer, effectivement, ils ne pourront pas forcément jouer de rencontres amicales, mais on sait que le sport, dans une pratique sans contact, était autorisé. Donc, physiquement, j'ose espérer qu'ils arriveront en forme. Après, c'est vrai que la vérité, c'est les rencontres. Et à ce sens, ils n'auront pas forcément, on va dire, de motif valable pour se préparer. Il n'y aura pas de rencontre amicale, donc c'est vraiment aussi ça, hein, c'est la réalité des rencontres qui font aussi qu'on est performant après dans les compétitions. La fameuse vérité du terrain, hein, comme on dit dans le jargon. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler football. Le trappiste François Mendy vient de signer son tout premier contrat professionnel avec le club de Châteauroux. Coup de projecteur également sur l'annulation, sur les critiques de Arthur Enoch-Nash vis-à-vis du gel du classement ATP. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler golf. On va donc parler golf, seul Français présent sur le circuit américain la semaine du 10 mai. Antoine Rosner n'a pas brillé pour sa grande première sur le PGA Tour. Le pensionnaire du golf de la Boulie à Versailles n'a pas passé le cut avec un score total de -5. Le 70e mondial a raté la qualification pour le week-end pour un seul coup. L'Illinois aura l'occasion de se rattraper cette semaine. Il participera à son premier majeur US PGA en Caroline du Sud avant d'aller début juin sur le Memorial Tournament. En tout cas, Antoine Rosner était heureux de s'envoler pour les États-Unis. Nous l'avons eu en interview au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines juste avant son départ pour les USA. On l'écoute. Très très heureux. Moi, c'est un rêve de pouvoir m'installer là-bas et évoluer sur le circuit américain. Donc non, c'est une très belle opportunité pour moi. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, ce sera une super expérience. Donc non, très très content. La question sur cette thématique, cette première peut-elle le faire douter pour l'avenir? Une première déception sur le Tour américain, est-ce que ça peut le faire douter? Oui ou non?
Non pour vous Grégory, non pour vous Pierre, non pour vous également Manila et non pour vous également Jean. Donc vous êtes tous d'accord. Manila, je vais vous donner la parole. Vous êtes un peu notre spécialiste golf avec Pierre Chevalier. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut le faire douter, cette première désillusion? Cette première sur le circuit professionnel, si j'ai bien compris. Oui. Pas très bien. Circuit professionnel américain, attention. C'est une grande étape, je pense, pour Antoine Rosner. Et puis en plus, même pour les Français, qui on est déjà un joueur français qui va sur le circuit américain, c'est énorme. Est-ce que ça va le faire douter? Je pense qu'il est préparé pour aller sur le circuit. Il a fait de belles saisons ces derniers mois. Il a fait 2 victoires et le fait qu'il y aille, c'est qu'il s'est mérité. Après, oui, ça va le faire un peu douter parce que il sait très bien qu'il sera bien entouré avec les meilleurs professionnels, donc les meilleurs joueurs. Donc, c'est normal qu'il va un peu douter, mais je pense qu'il est préparé pour ça. Pierre Chevalier, vous êtes notre deuxième spécialiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez dit non tout de suite. Moi, j'ai dit non tout de suite parce que je pense qu'il faut bien distinguer le passé de l'avenir. Ce qui est très très notable sur le parcours d'Antoine depuis 6 mois, c'est justement les différents tournois sur lesquels il s'est aligné et ses victoires. Là, depuis 6 mois, en fin d'année 2020, il gagne à Dubaï. En mars 2021, il gagne au Qatar. En championnat du monde de match-play, il bat Bryson DeChambeau. Il est pleine bourre depuis 6 mois. Et là, louper le cut d'un premier tournoi sur le circuit américain d'un coup n'est pas chose facile pour enrayer en fait sa bonne série. Là, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans le futur proche, il va s'aligner sur l'USPGA et sur 2 tournois aux États-Unis où il va pouvoir un petit peu ferrailler et pouvoir se monter en puissance, mais c'est pas parce qu'il rate le cut d'un coup sur le Byron qu'il va pour autant douter à la fois de ses capacités, de ses forces, puisque vraiment là ce qui a étonné, c'est que il sort pas du bois depuis longue date, hein. Mais il est préparé et il est pour un joueur qui n'était pas forcément destiné au golf au début, c'est un de nos tout meilleurs espoirs et c'est justement une expérience, le fait de rater d'une marche d'un coup le cut de ce tournoi-là, ça va l'ouvrir et ça va le préparer aux 3 prochains. Et je tiens à préciser que vous êtes dans la voiture avec le directeur du golf de la Boulie à Versailles, donc vous ne pouvez pas dire de méchantes choses sur Antoine Rosner, hein. Tout est surveillé. Exactement, je suis avec Jean-Franck Bureau, le directeur du Racing Club de France de la Boulie, dans Air Force One, parce que c'est notre nouveau président de l'ADGF, aussi de l'Association des directeurs de golf de France. Et donc la Boulie, c'est le club initial d'Antoine Rosner, de toute la famille Rosner, une famille de racingman historique. Jean, alors qu'est-ce que vous en pensez du coup d'Antoine Rosner, de cette première désillusion pour lui sur le circuit américain? Je rappelle qu'il est jeune, hein, il a 28 ans. Hein. Oui, non, mais voilà, Pierre l'a dit, c'est une contre-performance, mais d'un coup, il rate le cut d'un coup. Un coup, c'est rien du tout, il est dans une belle progression, on l'a rappelé, après ses 2 victoires au Qatar et à Dubaï. Donc, c'est simplement une contre-performance, comme tous les sportifs dans toutes les disciplines. Ben, malheureusement, il passe un jour. Là, ben, ce sera ni la première ni la dernière, mais ça ne remet pas aucunement en cause son parcours actuel et sa progression actuelle. Je pense que il faut à travers des défaites aussi grandir et apprendre. Et ça va lui faire le plus grand bien pour moi. Parce que justement, il était peut-être un petit peu trop, peut-être entre guillemets, je ne sais pas, peut-être un petit peu trop sûr de lui. Ça le refait un petit peu descendre sur terre, le remotiver, le reconcentrer et ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc une défaite, c'est pas, on remet pas en question tout un programme et toute une progression sur une contre-performance, surtout d'un coup, quoi. Donc non, c'est impeccable qu'il continue comme ça et je pense qu'il va bien rebondir. Grégory, est-ce qu'il ne fallait pas quand même qu'il marque le coup, hein, si on peut dire, dès ce premier tournoi américain?
Il ne devait pas performer tout de suite pour se faire un nom, parce qu'il y a des grands noms sur le circuit américain, les meilleurs joueurs mondiaux sont là-bas. Il y a des grands noms, mais ça a été dit, il aura l'occasion bien sûr de se refaire. Il y a l'US PGA Tour, il y a également ce tournament, le Memorial Tournament qui arrive en début juin. Oui, il joue en ce moment. Donc il aura des chances de se refaire. Moi je pense que ça aurait pu mettre une pression supplémentaire qui fasse tout de suite, qui brille tout de suite pour sa première sur le circuit américain. Justement, ça aurait pu trop le mettre sous le feu des projecteurs et peut-être le griller pour la suite. Je vais pas apprendre les choses à Jean qui est entraîneur, c'est aussi dans la défaite qu'on apprend et qu'on apprend de ses erreurs pour progresser. Moi je pense que c'était peut-être le meilleur moment pour avoir un revers. Voilà, sa première, il a ce revers et ça supprime mais vraiment pas du tout ses dernières performances où il a émergé très récemment sur la scène du golf mondial avec ce titre de meilleur joueur issu du Challenge Tour la saison dernière, ces 2 tournois remportés. Non, moi je pense que ça va l'aider à se remettre en question, peut-être le faire douter dans la façon on va dire d'appréhender les prochains tournois, mais pas douter sur ses capacités. Moi, j'y crois pas parce que sur les dernières semaines, sur les derniers mois, il a quand même pas mal brillé. Il a remporté aussi le Linksea FF Golf aussi juste avant de s'envoler pour les États-Unis. Ça va peut-être jouer dans sa préparation aussi. Pierre Chevalier. Ce qu'il faut ajouter, c'est que la visibilité dont vous parliez sur le circuit américain et auprès des Américains, il l'a gagné lors du championnat du monde de match-play. Quand il a réussi à battre au premier tour Bryson DeChambeau, il n'était pas attendu, plutôt le petit Frenchie qu'on ne connaissait pas encore, et il a acquis déjà une première partie d'aide de noblesse sur cette compétition en match-play, donc en 1 contre 1 et en battant un des tout meilleurs joueurs américains. Donc là, il a déjà attiré un petit peu les projecteurs sur lui. Je suis assez d'accord avec Greg sur la partie pression. Le fait de ne pas démarrer tambour battant sur le premier tournoi, dès le premier tournoi, ça peut-être lui enlever une partie de pression sur le tournoi qu'il est en train de jouer actuellement et sur les SPGA, qui est le premier majeur, un des majeurs de la saison. Et justement, est-ce qu'il n'a pas mis la barre peut-être un petit peu trop haute avec une victoire contre Bryson DeChambeau, le numéro 5 mondial, Manila, peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'a pas mis la barre déjà trop haute? Et forcément, on en attend beaucoup de lui maintenant. Les médias en attendent beaucoup. Je pense que le premier objectif, je pense, c'est qu'il voulait gagner, je pense. C'est peut-être pour ça qu'il a peut-être raté une partie de son jeu, mais en tout cas, je pense qu'il a fait d'après les interviews, il semblerait qu'il a fait des bons choix avec son caddie. Et oui, je pense qu'il a joué son jeu et après, c'est juste une expérience. Jean, dernière question. Il a fait, je le disais, le tournoi FF Golf, Linksea, juste avant de partir au Golf National. Il est parti un petit peu tard sur les États-Unis. Dans sa préparation, est-ce que ça a pu jouer? Il est arrivé finalement le dimanche, je crois, dimanche soir ou lundi matin. Est-ce que ça a pu jouer ou pas dans sa préparation de cette tournée américaine? Non, je pense pas. Je pense que c'était prévu dans sa préparation. Il ne s'est pas rajouté au dernier moment une compétition et un tournoi. Non, ça devait être prévu. Je pense plutôt que par rapport à cette première échéance américaine, il avait peut-être aussi une pression qu'il n'avait pas juste avant sur ses différentes prestations qu'il a pu faire à Dubaï et au Qatar, où là, il n'était pas trop attendu. Et puis, comme l'a dit Pierre, contre l'Américain, mais là, il n'était pas du tout attendu. Donc là, il était challenger, donc là, il n'y a pas de problème. Là, il avait peut-être une pression supplémentaire qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Donc c'est peut-être aussi, ça explique aussi le pourquoi du comment, et cette petite contre-performance d'un coup, quoi. Alors en tout cas, n'oublions pas qu'il était censé jouer comme tous les autres Français et Européens. Il était censé jouer l'Open de France qui aurait dû se jouer début mai, et donc c'est ce qui a aussi un petit peu perturbé l'agenda. Alors on continuera évidemment à suivre Antoine Rosner sur TV78 dans les prochains mois. On espère le voir triompher et pourquoi pas à l'US PGA dès cette semaine. Alors on va maintenant parler football. L'ancien trappiste François Mendy, aujourd'hui âgé de 21 ans, vient de signer son tout premier contrat professionnel. Il a signé avec le club de Châteauroux qui évoluait cette année en Ligue 2 et qui descendra l'année prochaine en National. L'Yvinois est arrivé au club il y a 3 ans en provenance de l'Étoile sportive de Trappes. Il était invité dans le 7-8 Sport de ce 17 mai. Il nous parle de ses objectifs. Mes objectifs, c'est de jouer un max de temps de jeu, un max, et franchement apporter un plus à cette équipe et de remonter
en Ligue 2. La question sur ce thème, est-ce qu'il peut exploser au plus haut niveau? Oui ou non? Il a 21 ans, il vient de signer son premier contrat professionnel. Il est en Ligue 2 pour l'instant, mais Châteauroux va descendre en National. Est-ce qu'il peut exploser au plus haut niveau? Oui ou non? Moi, mitigé pour vous, Grégory, mitigé pour vous. Vous êtes tous mitigés en fait sur cette question. Alors je vais donner la parole à Manila peut-être avant de passer la parole aux autres. Manila, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement de cette signature? Je pense que je suis un peu mitigée aussi, mais bon, après, je suis contente qu'il y ait un trappiste qui est en Ligue 2 dans le football. C'est génial. Est-ce que vous pensez qu'il peut percer au plus haut niveau, vous, à votre avis? Est-ce que ça peut le faire pour lui ou pas du tout? Je pense que oui, why not, ça va dépendre vraiment de ses entraînements. Je pense que, moi, je crois vraiment au talent des jeunes et des nouveaux sportifs. Donc, je pense que oui. S'il saura faire ses preuves, etc. Grégory, vous qui êtes un peu notre spécialiste football, pour le coup, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr. Alors vous êtes très mauvais en pronostic, il faut le rappeler, mais est-ce qu'il va quand même réussir une belle carrière? Non, mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Alors pourquoi moi je suis mitigé? Je crois qu'il peut exploser effectivement au plus haut niveau, mais attention, les grands espoirs du football, on en a connu, mais des paquets, donc j'ai pas envie trop de le mettre sur le devant de la scène, j'ai envie qu'il travaille, et c'est aussi le message que je cherche à faire passer, que j'ai déjà fait passer dans ces émissions. Laissons les jeunes travailler tranquilles, ne le mettons pas trop sur le devant de la scène. Ce qui est bien, c'est que l'année prochaine, Châteauroux évoluera en national. Là, cette année, en Ligue 2, peut-être que la marche était un peu trop haute. Il a été appelé à 3 reprises par Marco Simone. Oui, il a fait des bouts de match. Il a surtout joué en réserve en National 3 où il a marqué 8 buts. Donc c'est pas mal 8 en buts 17 matchs. Ouais. Donc pour un attaquant, voilà, c'est pas mal. Là, ce qui est bien, c'est quand dans le championnat national, qui est peut-être moins exposé que la Ligue 1 et la Ligue 2, il aura l'occasion de démarrer, on va dire, sans être sous le feu des projecteurs et de continuer sa progression tranquillement. Donc c'est pour ça que je suis mitigé. Bien sûr que j'y crois et j'ai envie d'y croire. J'ai envie qu'un trappiste, effectivement, qu'un Yvelinois puisse briller du côté de Châteauroux et peut-être un jour espérer, alors peut-être une remontée en Ligue 2, mais peut-être un jour le voir jouer en Ligue 1. Mais laissons-le travailler tranquille. Là, il a une saison en national. Il aura sûrement un peu plus de temps de jeu pour progresser tranquillement. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous êtes mitigé également. Oui, alors je suis mitigé. Bon, déjà j'espère qu'il a plus de gaz sur le terrain que lors de l'interview, parce que sinon il va s'endormir. Hein. Mais sinon, j'ai pas regardé tous les matchs de François Mendy. Je peux pas vous confirmer. Mais sinon, alors j'étais mitigé. Pourquoi? Parce que je suis comme Greg. On en a parlé plusieurs fois sur le plateau. Laissons les jeunes travailler et devenir des grands, parce que des grands espoirs, on en a connu beaucoup. Donc, oui, mais là, il peut pas se cacher, Jean. Il peut plus se cacher. Alors, d'accord, ok, il peut plus se cacher, je suis d'accord. Maintenant, là où je suis mitigé, c'est qu'il n'a pas signé dans un grand club de Ligue 2. Il a signé dans un club qui descend justement de la Ligue 2 pour jouer en national. Donc déjà, il a 21 ans, il est pas vieux, mais il n'est pas tout jeune non plus. Donc c'est plus de la Ligue 2, c'est de la nationale. Donc le tremplin n'est pas le même quand même. Il aurait signé dans un club confirmé de Ligue 2. Là, pour l'instant, il n'est pas titulaire. Il est dans un club qui descend. Donc, le chemin est encore long pour devenir un grand joueur. Hein. Donc, laissons-le travailler. C'est pour ça que je suis mitigé. Il a certainement, comme beaucoup, parce qu'au foot, s'il y a un sport qui draine énormément de joueurs et qui en passe et qui en a très peu qui en sortent, c'est bien le football. Donc, c'est pour cette raison-là que j'étais mitigé sur le fait que ce soit un futur grand footballeur. Pierre Chevalier, il a donc 21 ans, 1m78 pour 69 kg, il est attaquant. On a souvent le même avis avec Jean et Greg sur justement cette nécessité de laisser mûrir les jeunes talents, plus aussi jeunes que ça, comme le dit Jean, à 21 ans, mais on a cette chance d'avoir. Après, il y a des joueurs qui arrivent tard dans le football. Certes, il y en a peu, mais il y en a quelques-uns. On peut prendre l'exemple de Mathieu Valbuena, par exemple, qui joue en national, qui a joué à l'Olympique de Marseille. Il y en a d'autres. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, finalement, il peut avoir sa chance. Ah ouais. Pierre Chevalier ? Je crois qu'on l'a perdu. Je vais vous redonner la parole. Jean, vous sembliez intéressé par la question. Il est sous un tunnel.
Il est sous un tunnel sûrement, ou au péage, C'est là je sais que- pas. Ah, voilà. On le récupère, on le Tanguy récupère. Cabou, trop tôt pour le dire. C'est là où on a. Ouais, donc, c'est là où on a peut-être l'occasion de le voir évoluer. Ah, je crois qu'on l'a perdu pour le moment. Grégory, qu'est-ce que vous en pensez, vous? L'expérience, c'est une expérience qu'il faut le faire. Alors, moi, ce que je souhaite Je ajouter vais vous donner la au-delà- parole, après on va essayer de récupérer Pierre. Là, donc, c'est vrai que 21 ans, si on compare au dernier grand français, Kylian Mbappé, qui a émergé très tôt, c'est sûr que 21 ans, ça peut paraître âgé, mais vous le disiez, Mickaël, je pense que il peut aussi éclore plus tard. Il y a des joueurs justement qui font leur éclosion plutôt sur la fin, sur passer les 25 ans. Donc ça, c'est tout à fait possible. Moi, ce que je soulignais, ce que je voulais souligner, pardon, ce que je souhaitais souligner, je vais y arriver, c'est que ce qui est pas mal, c'est aussi la formation trappiste qu'on peut mettre en avant avec des joueurs qui sortent de Trappes. Là, il y a effectivement François Mendy qui vient de signer son premier contrat professionnel, mais Trappes n'en est pas à ils sont pas à leur coup d'essai du côté des trappistes. Il y a Ishak Belfodil aussi qui a une belle carrière du côté de l'Italie, qui a été formé à l'Olympique Lyonnais, qui est passé par l'Inter, par Parme en Italie. Forcément, on pense aussi à Nicolas Anelka. Il joue à Offenheim aujourd'hui. On pense forcément aussi à Nicolas Anelka, à Walid Mesloub aussi, dont on a parlé la dernière fois dans le SOP. Donc, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que Trappes travaille très bien et fait émerger régulièrement aussi des joueurs qui signent des contrats professionnels. Pierre, on vous a récupéré. On ne vous entendait pas sur votre réponse. Qu'est-ce que vous vouliez dire? T'as coupé ton micro. Et là, vous avez coupé votre micro, Pierre. T'as coupé le micro. Voilà, On y arrive. non, je disais qu'à 21 ans, il est sans doute trop tôt pour le dire, qu'il va exploser au plus haut niveau. Mais je disais aussi que cette expérience d'une descente, arriver dans un club qui descend pour pouvoir le faire remonter en Ligue 2, ça, c'est une expérience qui va pouvoir le faire mûrir. Et c'est sûrement sur ce type d'expérience-là qu'il va pouvoir se faire un nom, s'il y participe et s'il a du temps de jeu. On va continuer cette émission par du basket. Le mercato français risque d'être agité dans les prochaines semaines. Et un Yvelinois pourrait être l'un des joueurs les plus demandés. Son nom, Victor Wembanyama, le sportif de 17 ans passé notamment par le club du Chennai Versailles et aujourd'hui à Nanterre pourrait voir sa carrière monter d'un cran. Il pourrait atterrir à l'Asvel, l'un des clubs phares en France. Le sportif de 2,19 m pourrait arriver cet été pour une seule saison avant de s'envoler pour les États-Unis à l'occasion de la draft 2022. Cette rumeur pourrait se concrétiser dans les prochaines semaines. La question, Victor Wembanyama doit-il quitter Nanterre? Vous votez oui ou non? Est-ce qu'il doit quitter Nanterre pour aller à l'Asvel? Oui pour vous? Oui pour vous? On fait un petit duel entre Jean et Grégory qui dit non, lui, par contre. Grégory, vous commencez? Oui, et je donnerai la parole à Jean ensuite. Je ne sais pas s'il doit quitter. Je pense que ça pourrait être un bon choix de carrière. Alors pourquoi je me suis positionné contre? Parce qu'à Nanterre, il commence à s'imposer. Il est régulièrement maintenant dans le 5 majeur de Donadieu, son coach. Donc il commence à s'imposer à Nanterre. Il commence à faire vraiment des grosses prestations. À chaque fois que son coach fait appel à lui, il fait des grosses prestations. Ces statistiques très rapidement. 6,5 points par match, 5,1 rebonds, 1,5 comptes en 15 minutes de moyenne. Depuis qu'il joue à Nanterre. Donc il commence à s'imposer dans le 5 majeur de l'équipe A à Nanterre. On rappelle qu'en début de saison, il était plutôt avec la réserve. Il jouait de temps en temps, notamment en Coupe d'Europe avec Nanterre. Donc moi, je pense qu'il doit rester à Nanterre avant peut-être de s'envoler vers les États-Unis pour s'affirmer comme un joueur, on va dire, important de Nanterre et un joueur important de la Pro A. Moi, ce qui me fait peur, s'il part à l'Asvel, qui est l'un des gros clubs français, qui est l'un des clubs les plus titrés en France, qui est d'ailleurs le dernier tenant du titre, puisque la saison dernière, le championnat avait été arrêté. Je pense que peut-être la marche serait peut-être un peu trop haute. Est-ce qu'il ne va pas se griller juste avant de viser son objectif américain? Parce qu'on parle de lui à la draft 2022, plutôt 2023, mais ça pourrait être 2022. Moi, j'ai peur que la marche soit trop haute. Après, ce qui me fait douter, et je vais peut-être donner un élément de réponse pour Jean dans ce duel, c'est qu'il y a Tony Parker du côté de l'Asvel. Et avoir quand même Tony Parker à côté de lui, ça pourrait être quand même quelque chose de bien. Mais je reste fixé sur mon idée qu'il doit rester à Nanterre pour devenir un grand de la Pro A. Et je pense qu'à Nanterre, il en a les moyens. Je suis moins convaincu du côté de l'Asvel. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez reprendre l'argument de Tony Parker? Oui, mais il me l'a soufflé. Ça. Il a dû se dire, mais j'avais oublié ça. J'avais mis ça dans mes notes et je l'avais oublié. Non, mais c'est vrai, mais je ne m'en servirai pas rien que pour... voilà. Je lui laisse. Non, je dis fair play. Voilà, je suis fair play. Donc pour moi, c'est un tremplin avant de partir pour une grande expérience américaine.
Il est effectivement bien installé à Nanterre. Il commence à avoir une grande évolution, à avoir des belles statistiques. Et pour moi, aller dans un club comme l'Asvel, juste pour déjà changer de club, n'être plus dans le confort, parce que finalement, quand on reste dans le même club, on a un certain confort. On est un petit peu la vedette, donc il y a ce petit confort. C'est pour ça que vous restez à Gif-sur-Yvette, hein, vous, comme coach. Oui, je suis à Gif-sur-Yvette et je suis très très bien. C'est un super club. C'est un club magnifique. Dans votre cocon. Oui, non, mais c'est un peu ça. Et le fait de redescendre légèrement d'un cran, aller dans un des plus grands clubs français, avant de partir faire son expérience aux États-Unis, eh bien pour moi c'est un bon tremplin. Parce qu'il sera peut-être pas, c'est sûr, c'est pas peut-être. Il ne va pas être le grand favori du groupe à l'Asvel, et il va redescendre un petit peu à sa place, on va dire. Et pour moi, ça va être un excellent tremplin. Et puis bien sûr, il aura à ses côtés un Tony Parker qui a l'expérience qu'on lui connaît et qui pourra lui apporter tout le positif dont il a besoin pour pouvoir après s'envoler dans le système américain. Ah, vous aviez dit que vous n'alliez pas l'utiliser, hein, Jean. Vous l'avez utilisé comme vous l'avez glissé à la fin. Hein. Non, juste à la fin, parce que c'était un de mes principaux arguments pour dire qu'à l'Asvel, il allait quand même avoir l'appui d'un gars comme Tony Parker avec la carrière qu'on lui connaît. Manila, qu'est-ce que vous en pensez? Qui vous a convaincu? Est-ce que c'est Grégory qui veut que Wembanyama reste à Nanterre, ou plutôt Jean qui préfère l'envoyer dans la région lyonnaise et puis l'avoir à côté des Yvelines? Ah bah Jean, bah oui, bien sûr, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. L'Asvel, je connais pas vraiment le milieu du basket, mais en tout cas, l'Asvel, c'est un super centre d'entraînement. Il y a l'ambassadeur Tony Parker qui va super bien entraîner du coup le joueur, et ça va lui donner beaucoup plus de challenge, et ça va effectivement lui sortir de sa zone de confort, parce que c'est comme ça qu'on avance. Et oui, voilà, il va pouvoir rencontrer d'autres acteurs, et après, il sera bien préparé pour partir à la NBA, donc ça, c'est vraiment top. Avec des plus gros joueurs, effectivement. Ah oui, est-ce qu'il n'est pas trop jeune, Manila, quand même? 17 ans. Est-ce qu'il n'est pas trop jeune? C'est maintenant. Bah, c'est maintenant qu'il faut forger le joueur. Je trouve que c'est comme ça. Enfin, j'ai beaucoup de personnes que je connais qui sont jeunes et qui vont évoluer dans le professionnel, et 17 ans, c'est parfait, je pense. Grégory, très rapidement, vous vouliez rajouter quelque chose, non? Oui, juste pour dire, il est très suivi par, on va dire, les influenceurs américains. Et moi, la crainte que j'ai, c'est s'il va à l'Asvel et qu'il se trompe complètement, qu'il ne joue pas, sa cote va baisser largement, et à la draft, ce sera râpé pour lui. Donc pourquoi se mettre en danger alors qu'il peut s'imposer du côté de Nanterre et vraiment devenir un joueur majeur de l'effectif, ce qu'il est en train de devenir du côté de Nanterre? Jean. Juste pour répondre à Grégory, s'il n'y arrive pas à l'Asvel, c'est que finalement, ça ne sert à rien, entre guillemets, qu'il aille aux États-Unis, parce que ça veut dire qu'il n'aura pas encore le niveau. Ça passe par un grand club comme ça. Pour moi, voilà, s'il s'impose à l'Asvel, il est prêt pour aller aux États-Unis et il fera une grande carrière. Donc, ne laissons pas le temps aux jeunes, Jean, si j'ai bien compris le message. Pierre Chevalier. Là, on lui propose. Donc là, c'est une évolution. Pierre Chevalier. Justement, c'est une étape importante d'aller dans un grand club français. Si la question avait été est-ce qu'il faut qu'il aille tout de suite en NBA, on aurait tous répondu non, je pense. Là, c'est l'étape rêvée pour aller dans un club structuré, professionnel, en vue, justement pour préparer son envol en NBA. Et c'est un club qui joue la Coupe d'Europe également. Des gros matchs de Coupe d'Europe. Ça aurait pu être une autre étape, ça, s'il avait été approché par un grand club européen, en Espagne, en Grèce ou en Turquie par exemple. Là, ça aurait peut-être été un peu tôt. Là, sur le sol français, avec en plus un spécialiste de la NBA et le talent qu'on connaît à Tony Parker, ça va être parfait pour le préparer pour son futur envol. Alors, pour rappeler quand même, ce joueur, Victor Wembanyama, joue vraiment en club depuis 2 mois. Tout de suite, il y a eu des reportages sur lui, en France bien sûr, mais également aux États-Unis. Là, on parle d'un gros transfert seulement après 2 mois de compétition. Et ensuite, peut-être
d'une draft en 2022 aux États-Unis. Est-ce que ça va pas trop vite quand même pour un jeune de 17 ans? Ça va super vite. Et c'est pour ça que moi je reste fixé sur mon idée qu'il doit d'abord s'imposer définitivement à Nanterre, ce qui n'est pas encore le cas. Il a joué début de saison, et vous faites très bien de le rappeler, Mickaël, où il débutait plutôt en équipe réserve. Il est de temps en temps appelé par Pascal Donadieu avec l'équipe A. Là, il commence à faire des matchs comme titulaire. Il s'impose petit à petit dans le 5 majeur. Moi, je pense que c'est trop tôt. On disait tout à l'heure, laissons les jeunes travailler tranquille. Je suis désolé, Jean. Là, on n'est pas dans cette idée-là. Il faut qu'ils travaillent tranquillement du côté de Nanterre. Nanterre, c'est certes pas le top club français. L'Asvel, avec ses 19 titres, c'est vrai que c'est une marche supplémentaire. Mais Nanterre, c'est quand même un club sérieux et un club connu en qui marche Pro A. bien depuis Et une qui marche dizaine bien. d'années, Bon, à cette peu année, près. ils sont 10e, je crois, en Pro A. Oui, Donc, ils se maintiendront en première division cette année. donc c'est pourquoi sûr. pas, on parle de la 2022, la draft, mais ça sera sûrement celle 2023 si la NBA ne change pas les règles. Donc pourquoi pas rester une saison supplémentaire à Nanterre, et peut-être, s'il ne peut pas aller à la draft 2022 et à la 2023, là il pourra faire cette petite marche supplémentaire du côté de l'Asvel. Mais moi je pense qu'il faut qu'il reste du côté de l'Asvel, parce que c'est là qu'il peut grandir tranquillement sans être trop sous le feu des projecteurs. Et encore, je le répète, laissons-le travailler Jean, très tranquille. rapidement, on va passer à une autre thématique. Non, il a dit l'Asvel. Il a même pas dit Nanterre, il a dit qu'il faut qu'il reste à l'Asvel. J'ai dit l'Asvel, non, il faut qu'il reste à Nanterre. Voilà, même au fond de lui, il est persuadé. Bon, vous allez vous faire une terrasse après l'émission, hein. On sait comment ça va se terminer. Alors, on va passer maintenant à notre page débat. Alors, dans cette page débat, je vais vous passer la parole à Grégory Canalet pour son envolé, le moment que tout le monde attend à chaque émission. Ne zappez surtout pas. C'est le moment que les Français attendent. C'est à vous, Grégory. N'ayez pas la pression, c'est à vous. Mettez un peu la pression. Je vais parler aujourd'hui de tennis, Mickaël, et d'un sujet qui fait énormément débat dans le monde de la petite balle jaune, le gel du classement ATP. C'est un système qui a été décidé il y a 1 an suite à l'arrêt du circuit entre mars et août 2020 avec la pandémie de Covid-19. En clair, des points gelés, un classement figé pour protéger les joueuses et les joueurs qui ne souhaitaient pas ou tout simplement ne pouvaient pas se déplacer hors de leurs frontières pour disputer des tournois. Un système qui reste encore aujourd'hui en partie en vigueur et qui profite encore à certains. Ce qu'a dénoncé l'Yvelinois Arthur Rinderknecht, 125e mondial, dans une interview au journal L'Équipe, dont je vais vous parler dans un instant. Oui, aujourd'hui, le gel des points est toujours actif, il fonctionne partiellement. L'ATP a décidé en fait d'un dégel progressif jusqu'au 9 août 2021 pour prendre en compte les tournois annulés l'an passé ou disputés à des dates inhabituelles. Et je vous rappelle que c'était le cas par exemple de Roland Garros qui a été disputé à l'automne. Et comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, les points acquis entre mars et août 2019 qui auraient dû normalement disparaître. Je vous rappelle que les classements ATP sont calculés en prenant en compte les résultats des 52 semaines précédentes. Eh bien, ces points sont finalement toujours comptabilisés pour 50% de leur valeur initiale en cas de moins bonne performance en 2021. Un exemple très concret avec un joueur qui profite particulièrement de ce système, Benoît Paire, le Français qui a gagné le tournoi de Lyon en 2019, a conservé cette année 125 des 250 points de son titre, soit l'équivalent d'une finale, ce qui explique que malgré 2 petites victoires sur ses 17 derniers matchs, le Français est toujours à une 36e place mondiale. On peut citer aussi le cas d'autres Français, Gaël Monfils par exemple, une seule victoire obtenue très récemment au tournoi de Lyon, et ce en 15 mois d'activité, et pourtant il pointe toujours au 15e rang mondial du classement ATP. Et puis quelqu'un que j'adore, une légende, Roger Federer, qui n'a pas joué pendant 1 an et qui pour son retour a perdu en quart de finale à Doha. Il a également perdu très récemment au premier tour à Genève. Le Suisse est malgré tout à une 8e place mondiale. Finalement, le système protège les joueurs dans le haut du classement, Grégory. Oui, parce que du coup, ceux qui sont derrière et qui frappent à la porte pour entrer ne serait-ce que dans le top 100 sont désavantagés. On en revient à notre local de l'étape, Arthur Rinderknecht, 2 tournois gagnés en 2020 à Rennes et Calgary, un à Istanbul en début 2021, qui était une 54e place mondiale sur la race. Je précise bien que c'est sur la race. La race, c'est un classement différent du classement ATP. C'est un classement qui prend en compte la saison en cours. Eh bien, le Saint-Germanois se retrouve bloqué dans le circuit Challenger et ne peut pas accéder au tableau principal, car empêché de participer aux meilleurs tournois mondiaux, sauf quand il reçoit une invitation. Et c'est le cas pour le prochain Roland Garros. Il a reçu une wildcard. Le joueur de 25 ans a dénoncé ce système dans le journal L'Équipe.
Évidemment que c'est un peu gênant quand on voit, pas forcément Benoît, hein, il ne citait pas forcément Benoît Paire, mais que certains joueurs qui ne jouent pas ou qui n'ont pas une grande motivation ou qui sont sur la fin et qui en profitent pour continuer à aller juste sur les gros tournois et empocher les gros prize money, on se dit que ça fait des places perdues, a-t-il déclaré au journal, en ajoutant ensuite, on m'a dit il y a pas longtemps que sans le gel des classements, je serais autour de la 80e place mondiale. Ce serait génial d'être dans un top 100. Maintenant, j'espère que ce n'est pas à cause de cette règle que je n'irai jamais plus haut dans mon classement actuel. On ne peut être que d'accord avec ces propos, même si l'ATP a reconnu inévitablement une hausse de la protection des joueurs qui peut engendrer un certain immobilisme du classement pour d'autres. Alors si effectivement ce système était nécessaire, j'en suis convaincu au début avec l'arrêt des tournois, je trouve aberrant qu'il puisse encore fonctionner aujourd'hui. On est tombé pas mal malgré tout sur le football ces derniers temps, mais le tennis, eh bien finalement c'est le même sujet. Je trouve que le mérite sportif est quelque peu bafoué en ce moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec Grégory? Est-ce que, on va dire, l'idée principale de ce classement, ce gel, entraîne un souci pour certains joueurs? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que ça pose un problème dans le circuit international? Oui ou non? Oui pour vous, Jean? Oui pour vous, Manila? Et pour vous, Pierre, je crois que vous êtes figé, vous êtes perdu pour l'instant. Ah, vous êtes aussi d'accord. Manila, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une vraie problématique qu'on soit figé, enfin des compétitions figées pour les professionnels parce qu'ils ont passé énormément de temps à s'entraîner. Et le fait qu'on ait arrêté à cause du Covid, malheureusement, on n'a pas le choix. C'est vraiment une grosse problématique pour les joueurs. Est-ce que vous pensez que certains profitent de ce système, à votre avis, comme le pense Arthur Renoknecht, Manila? Alors, je suis pas sûre d'avoir compris le classement. Est-ce que vous pensez que certains profitent un peu du système? On parle beaucoup de Benoît Paire, notamment, qui gagne peu, mais qui est quand même dans le top 40 mondial. Je ne sais pas. D'accord. Je vais passer la parole à Jean. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean? Oui, non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce sportif, tout à fait d'accord avec lui. Il est anormal qu'un sportif, qu'un tennisman comme lui, qui joue et qui gagne, ne puisse pas progresser dans le classement. Ça, pour moi, c'est inconcevable. Qu'on gêne les autres quand ils ne jouent pas et qu'on les protège, entre guillemets, pourquoi pas? Moi, ça me gêne pas. Ça me gêne pas dans la mesure où on laisse ceux qui jouent et qui gagnent pouvoir progresser. Parce que sinon, là, effectivement, mais on joue plus, on trouve des raisons et puis on reste toujours à la même place. Donc c'est pas bon. Normalement, quand on joue pas, on régresse. Et là, c'est gelé. Donc, mais il aurait dû progresser. Ensuite, bon, c'est vrai que dans la mesure où il y a moins de participants, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas pu jouer ou qui n'ont pas voulu jouer. Donc ça rend aussi peut-être les tournois plus faciles, entre guillemets. Mais ça, c'est un avis perso, c'est une pensée personnelle. Mais je reste convaincu que lorsqu'on joue et qu'on gagne, on doit être récompensé, il aurait dû progresser. Est-ce que vous pensez que par exemple, Arthur Renoknecht pourrait être dans le top 100 mondial, à votre avis, malgré, avec ce gel du coup, du classement? Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu être dans le top 80, le top 100 mondial, Grégory? En tout cas, il a eu des performances qui auraient pu lui faire accéder à ce top 100. Maintenant, la question, je pense, on ne pourra jamais vraiment se positionner dessus et jamais y répondre, parce que le système actuel lui empêche d'accéder à ce classement. En tout cas, lui, il en est persuadé, il le dit dans les propos qu'il a tenus au journal L'équipe. Aujourd'hui, il pourrait être dans les 80 premiers mondiaux s'il n'y avait pas eu ce gel et ce dégel progressif, parce que c'est vrai qu'il y a eu un gel. Il faut aussi préciser que le dégel est plutôt progressif en prenant en compte effectivement les performances sur les tournois de mars à août 2019. En tout cas, lui en est convaincu. Donc j'ai envie de lui laisser effectivement, oui, on pourrait croire qu'il puisse être dans ce top 100. J'ai envie d'y croire. Ouais. Allez-y, Jean. Oui. On attend que Pierre se reconnecte. Il est figé pour l'instant, mais je le rappelle, il est sur la route. Il est peut-être au péage. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, on compte qu'il se reconnecte dans quelques instants. C'est à vous, Jean. Oui. Je disais, est-ce que Greg vient de dire que finalement, les résultats qu'il a obtenus, Arthur,
pourront être pris en compte un peu plus tard? Non, puisque justement, en fait, le classement ATP est calculé sur les 52 semaines précédentes, sur l'année finalement en cours. D'une année sur l'autre. D'une année sur l'autre. Donc là, c'est effectivement les points de 2019 qui ont été, on va dire, acquis entre mars et août 2019 qui se sont pris en compte. Mais non, il n'y aura pas de... Ce système-là, normalement, n'est pas voué à continuer. Il prendra fin en août prochain. Donc non, il ne profitera pas des quelques résultats et des très bons résultats qu'il a obtenus très récemment, et notamment une victoire à Istanbul. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour vous? Ah non, non, c'est pas normal, c'est pas normal. Il joue, il gagne, il doit progresser, il doit être récompensé. Ça sera le mot de la fin sur cette thématique. On espérait retrouver Pierre. Pierre est en train de se reconnecter. Il vient de m'envoyer un message. On espère le retrouver dans quelques instants. On va passer maintenant à notre page découverte. On va maintenant parler danse. Anastasia Ponomareva, originaire d'Ekaterinbourg en Russie, est une championne de danse sportive, une discipline qui englobe des danses américaines et des danses de salon. Installée depuis l'été dernier à Versailles, cette athlète a découvert cette discipline à l'âge de 6 ans dans son pays natal. On l'écoute. Je n'avais pas beaucoup de choix parce que j'ai un grand frère qui danse et enseigne aussi les danses sportives en Russie. Et puis quand ma mère a amené mon frère pour prendre des cours de danse dans une école de danse, il m'a amené aussi avec eux. Du coup, j'étais à côté de la piste de danse, j'ai écouté de la musique, j'ai essayé de me bouger un peu. Et puis un jour, ma mère m'a dit « Nastia, c'est à toi maintenant, allez !» En Russie, la danseuse se fait un nom. Elle termine notamment 7e sur 400 couples lors de la finale du championnat national. À 19 ans, la sportive d'1m75 décide de venir en France pour collaborer avec le français Samuel Texier. Le duo s'entraîne quotidiennement et remporte plusieurs compétitions nationales, dont la Coupe de France à Mulhouse en 2018. Je me sentis vraiment que ça me donne plaisir. Je suis heureuse d'être là et avec cette ambiance merveilleuse de lumière, de la public qui vote pour toi, qui te supporte, c'était extraordinaire. Et puis à la fin, quand ils ont dit qu'on est les premières, c'était... Aujourd'hui, à 23 ans, Anastasia fait partie de l'équipe de France de danse sportive. L'un de ses plus grands rêves, remporter un jour le championnat de France. Pour cela, la jeune Russe est à la recherche d'un nouveau partenaire de danse. Le message est passé, hein, Jean, si vous voulez. Alors, la question sur ce thème, la danse sportive est-elle un vrai sport? Oui ou non? Alors, on n'a toujours pas récupéré Pierre, hein, on espère toujours le récupérer. Il est peut-être au péage, comme je le disais. Pour vous, oui. Manila, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, pour vous aussi. Alors, est-ce que la danse sportive est un vrai sport également? Manila, je vais vous donner la parole. Oui, je pense que c'est un vrai sport. Je pense que c'est bien la danse. Elle a dit la danse classique. Danse sportive. Danse sportive. Oui, bien sûr. Je pense que c'est un beau sport. Jean, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, voilà, vous avez candidaté en tout cas pour être le prochain partenaire de danse. Moi qui ai pratiqué pendant de nombreuses années, je peux vous dire que c'est très très sportif, c'est très physique et il faut quand même une belle préparation physique pour pratiquer cette discipline. Grégory? J'ai envie de vous dire, la réponse est un peu dans votre question. Est-ce que la danse sportive est-elle un sport? Donc oui, j'ai envie de vous dire oui. Pour être plus sérieux, effectivement, dans la danse, si j'élargis le sujet à la danse, il y a une dimension culturelle, artistique, mais il y a bien évidemment une dimension sportive. Il ne faut pas oublier que la Fédération française de danse est affiliée au ministère des Sports, donc ça, c'est déjà aussi un premier élément de réponse. Les danseurs, les danseuses, quand on les regarde, ce sont des vrais athlètes. Mickaël, vous et moi, on aimerait quand même avoir le physique des danseurs, hein. C'est des vrais Golgoth, ils sont quand même bien bâtis, ils ont vraiment des physiques d'athlètes pour le coup. D'ailleurs, si on regarde aussi quand il y a des blessures, ça s'apparente quand même aux blessures qui peuvent aussi intervenir dans le monde du sport. Et puis toujours sur cette thématique de la danse, si on l'élargit, est-ce que la danse est-elle un sport? Regardez, sur les prochains JO, il y aura du hip-hop. Le hip-hop, c'est une danse, donc c'est aussi montrer que de plus en plus, eh bien, la danse est considérée comme un sport. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de discipline danse aux
au JO, mais c'est quand même un premier pas, au moins qu'on aura cette discipline du hip-hop au JO. Donc oui, pour moi, la danse sportive, c'est complètement un sport. Alors je rappelle que cette danse sportive englobe le style américain de danse, comme l'American Smooth, l'American Rhythm, le rock'n'roll, le boogie-woogie, le breakdance, le disco et le hip-hop. Voilà. C'est en gros du patinage artistique, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais sans la glace et sans les patins, en gros. Et le patinage artistique est au JO d'hiver. Donc voilà, ce n'est pas encore JO, mais pourquoi pas. Pierre Chevalier, on l'a récupéré. Pierre Chevalier, alors on a cru vous perdre, on vous a retrouvé. Ben oui, là je suis passé dans un trou noir de réseau là. Voilà. Alors on parle de danse, je ne sais pas si vous avez compris. Ouais, je vois qu'on parle de sport intéressant, c'est ça. Voilà, donc est-ce que la danse sportive est un vrai sport? Oui ou non? Non. Là, spontanément, je dirais non, mais je n'ai pas vu les belles images et à mon avis, on voit une certaine forme de dépense. Alors, je ne sais pas si on peut les remontrer en régie éventuellement, ces images, pour permettre à Pierre de se faire une idée. Voilà, comme vous pouvez le voir. Là, non. Là, non. Mais vous disiez que c'était un mix entre le patinage artistique et la danse. En gros, c'est du patinage artistique, mais sans la glace et les patins, c'est ce que je disais. Ouais, ça file mal à la tête, hein, je pense. Mais ce genre de questions-là, on les a souvent, et je dirais spontanément, non, pas forcément un sport. Une discipline artistique. Est-ce que ça mérite d'aller au JO? Oui ou non? Manila, peut-être. Je donne la parole à Manila et après, je vous redonne la parole, Pierre. Je pense qu'il faut qu'elle fasse, ce sport fasse un peu ses preuves, je pense. Je pense que c'est pas énormément très connu aussi pour qu'il passe au JO aussi. Il faut aussi qu'il y ait aussi plusieurs pratiquants pour y passer, je pense. Mais ceci dit, en termes de discipline, préparation physique, etc., entraînement, il y a plein de choses à... Oui, c'est sûr, il y a... Ça peut passer, mais il faut qu'il y ait une grande majorité de pratiquants, je pense. Pierre Chevalier. Pas de je dirais non, comme le breakdance. La danse sportive. Non, comme le breakdance, dont on a souvent parlé aussi sur ce plateau, je pense qu'il y a suffisamment de sports et de disciplines sportives pour laisser les disciplines artistiques à l'art. Et pour le coup, de laisser l'olympisme vraiment à des confrontations sportives avec une vraie, non pas qu'elle soit fausse, mais une vraie dimension sportive à la discipline. Alors, on va passer à notre dernière thématique. On va parler de Pilates. Qu'est-ce que c'est, Grégory, le Pilates? Alors je rappelle que c'est un petit peu une blague entre nous, parce qu'à chaque fois, on veut passer le Pilates et ça ne passe pas. Et aujourd'hui, ça va passer. Alors, Grégory, qu'est-ce que le Pilates? Un petit peu d'histoire pour commencer. C'est un sport qui a été inventé au début du XXe siècle aux États-Unis par un gymnaste allemand, son nom Joseph Pilates. Donc déjà, vous avez aussi l'origine historique, l'origine du nom Pilates, Pilates. Le Pilates, c'est à l'origine une méthode de rééducation pour les danseurs professionnels. Voilà, on parlait de danse il y a un instant. Et c'est une discipline qui a été élargie et qui est aujourd'hui accessible à tous. Elle est notamment pratiquée par une association qui est basée à Montigny-le-Bretonneux. Le Pilates, c'est en fait une gymnastique de renforcement des muscles profonds, principalement au niveau de la ceinture abdominale et du dos, et cela permet de corriger sa posture, de gagner en force et en souplesse. Mais plus qu'une simple rééducation, le Pilates peut être aussi pratiqué à côté d'une autre activité sportive pour se ressourcer. Alors on écoute justement les responsables de cette activité au studio, Céline à Montigny-le-Bretonneux. Le Pilates, c'est une gymnastique de renforcement des muscles profonds, donc principalement au niveau de la sangle abdominale et du dos. Donc c'est une gymnastique qui permet de travailler son renforcement profond, sa posture et de gagner en force et en souplesse. Parce qu'il faut aussi avoir conscience que le Pilates, c'est une gymnastique de rééducation, vraiment, où on peut vraiment aider tous les corps, dans tous les états possibles, à continuer de se remuscler et à aller mieux. Alors je rappelle évidemment que ces images ont été tournées il y a quelques mois dans ce studio Céline et pas en ce moment même. Alors ça fait travailler le corps, vous aviez raison Grégory, on écoute justement les réactions des participants. Dans le Pilates, il y a certains grands principes, le contrôle, la respiration, mais il y a aussi le rythme. Tant au point de vue musculaire que cardiaque, puisque on a, comme vous l'avez pu le voir, on a attrapé une bonne suée et on a bien soufflé.
Alors très rapidement, je fais un petit tour de table, hein, si je peux dire. Quel est votre avis sur cette discipline, ce sport, du coup, le pilate? Jean? Alors vous êtes un adepte du pilate. Hein. Non, moi, c'est une adepte sportive. Hein. Je ne peux pas tout faire. Hein. Mais non, mais le pilate, forcément, quand même, je pense que ça... Ouais, je pense qu'au niveau, au niveau musculaire, musculation douce, et comme l'a dit la prof, la souplesse, ça doit être sympa, ouais, c'est bien. Pour moi, je dis OK. Vous dites OK. Vanilla, qu'est-ce que vous en pensez? C'est génial le pilate, enfin, j'en ai jamais fait, mais en tout cas ça a l'air pas mal. Ça apporte le fait qu'on peut le faire en plus de notre activité sportive. Par exemple, moi je fais du golf. Je trouve que c'est vraiment bien pour travailler les articulations, la souplesse et même le mental. Pierre Chevalier. Moi, je suis tout perturbé. J'avais préparé toutes mes notes depuis déjà 20 émissions. Et là, là, je les ai pas sous la main. Je suis à la fois ému aussi de pouvoir en parler, enfin. Mais plus sérieusement, je dirais que ça fait partie de ces disciplines douces qui sont peu traumatiques et au contraire très, très vertueuses pour que un maximum de personnes, hommes et femmes, surtout les femmes pour le pilate je crois, mais hommes et femmes puissent pratiquer une activité sportive et qui est bénéfique pour les muscles profonds et le bien-être en général. Donc, comme Jean, positif et peut-être futur pratiquant. Très rapidement, Grégory, est-ce que vous pourriez pratiquer cette discipline? Mais pourquoi pas. Ce qui a été intéressant et qui a été dit, c'est que c'est une discipline vraiment qui est accessible à tous. Et en plus de ça, même si on pratique un autre sport à côté, moi le football, ça peut permettre effectivement de faire un petit peu de musculation profonde. Voilà, ça peut être une idée intéressante pour, on va dire, ajouter ça à un autre sport. Pourquoi pas le faire avec Jean pour vous réconcilier après ce duel épique que vous avez eu dans cette émission. On s'aime bien. Alors c'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation du très regretté, le génie Diego Armando Maradona. Ma mère pense que je suis le meilleur et j'ai été élevé en croyant toujours en ce que ma mère me disait. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.